Magaye Touré est un écrivain sénégalais né à Saint-Louis. Il est actuellement directeur de la francophonie et auteur de plusieurs ouvrages dont L'Homme aux Sauderies, paru aux éditions Nara en 2022. Une série de nouvelles que nos jeunes lecteurs ont pris plaisir à lire. Aujourd'hui, Magaye Touré fait face à ses lecteurs des cours Sainte-Marie de Anne sur livre ouvert. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le club de lecture du cours Sainte-Marie de Anne est ravi d'accueillir M. Magaye Touré, actuel directeur de la francophonie, pour une nouvelle édition de Livre ouvert, émission dans laquelle nous aurons le bonheur de pouvoir lui poser des questions pour parfaire notre compréhension sur son ouvrage intitulé L'Homme aux Sauderies. La revendication de la liberté individuelle est toujours à appréhender avec un maximum de précaution et de sagesse, car l'homme se définit davantage par des contraintes et des servitudes. La première des contraintes et des servitudes réside dans la domination du corps, une autre est liée à la dépendance sociale, laquelle se manifeste d'abord aux deux extrémités de la vie, la naissance et la mort. On est totalement dépendant des autres et on quitte la vie dans le même état d'impuissance. Entre ces deux extrémités, nous tentons avec la marge de manœuvre finalement assez étroite que nous laisse notre corps, ajouter à la capacité de déploiement de notre imagination et de notre volonté d'exprimer dans la limite de celle d'autrui. Cette liberté est régie par la morale naturelle sur laquelle se fondent les règles conventionnelles que se donne la société. L'orgueil de puissance de l'homme est par conséquent pure vanité. La liberté ne se comprend que par les contraintes qui la limitent et en circonscrivent le sens en même temps. Alerté par les cris du boutiquier, la foule, sans comprendre, a saisi au hasard un homme inconnu du quartier, dont l'attitude a été perçue comme une louche et s'est donc acharnée sur lui jusqu'à ce que mort s'ensuive. La victime, finalement identifiée, se trouve être une personne honnête et respectable de passage, dans le quartier à ce moment-là, par un malheureux concours de circonstances. Dans la loterie de l'existence, il a tiré le mauvais numéro. C'est un meurtre par méprise, un tragique malentendu. Mais étant donné que le forfait a été accompli par une foule anonyme et que l'acte est fondé sur une intention de rendre justice, il n'y a pas de coupable désigné. Ceux qui connaissent les responsables directs du meurtre se taisent par peur des représailles. Et par solidarité, l'illusion de contrôler les choses, d'avoir son mot à dire sur le déroulement ou l'interruption de la vie humaine, devrait conduire à l'extrême humilité lorsque ce pouvoir échoue dans les mains d'une masse mue par les instincts primaires. Il pense souvent vers la démesure meurtrière, exaltée par un sentiment voluptueux de puissance et d'impunité. La poussière sous ma semelle, page 78. Tu dérailles complètement, mon gars. Que tout le monde doive mourir un jour, justifie-t-il qu'on assassine froidement un innocent? Sinon, à quoi servirait la justice et les règles que se donne la société? Et même si ces gens avaient attrapé le véritable voleur, celui-ci mériterait-il pour autant d'être lynché comme un animal dangereux? Mon pote, tu es trop compliqué pour moi. Tu sais bien que dans tous les quartiers où cette justice populaire est appliquée, les gens finissent par vivre dans la tranquillité. En préservant leurs biens et leurs personnes, c'est le prix à payer. C'est aussi la dissuasion. La police ne peut pas tout faire. Elle manque d'effectifs. Si on suit des théoriciens et des rêveurs comme toi, la chientelie s'installera partout. Là n'est pas le débat. Il s'agit d'abord de la vie humaine, qui est sacrée, comme celle de tous les êtres humains, animaux comme plantes. Et même si l'acte de voler est un délit, qui peut savoir les vraies motivations d'un voleur? Esquisse sur toile, page 161. Peu s'en fallut qu'il ne cédât au découragement. Maud finit par se rabattre sur la toile, l'univers qu'il maîtrisait le mieux. Il fit entrer dans un moteur de recherche fréquenté le groupe de mots « Suicide, mode d'emploi ». Des pages entières lui furent proposées avec des solutions
allant des plus sérieuses aux plus déjantées, sans rien qui renfermât cette touche artistique qu'il recherchait tant. Alors, il se rappela ces mots pleins de sagesse de sa mère. « Mon fils, quand tu dois mener à bien un projet et que de multiples obstacles se dressent sur ton chemin, abandonne. Si tu ne le fais pas, tu ne récolteras que malheur. » La parole maternelle, selon la sagesse populaire, a valeur de sentence divine. Modulo avait beau faire le tour de la question, la triturer de toutes les manières possibles, comme un potier de la glaise fraîche. Une évidence s'imposait. Le suicide se présentait à lui comme une impasse technique. Merci beaucoup. Je voulais d'abord, avant toute chose, remercier le cours Sainte-Marie d'Anne de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour participer à cette activité intéressante avec les élèves. Et je félicite évidemment, je remercie d'abord le directeur, le ministre André Sonko, Michel Da Silva, Madame Diémé, Véronique Bassen, Madame en face de moi, tous les techniciens et évidemment les élèves, puisque c'est une activité qui est d'abord destinée aux élèves. Voilà, je vous remercie, je vous félicite pour la lecture et les choix, parce qu'évidemment il ne s'agit pas d'un roman, il s'agit d'un recueil de nouvelles, avec des nouvelles qui sont indépendantes les unes des autres. Mais je crois que les choix d'extraits que vous avez effectués sont des choix tout à fait pertinents. Bon, parce que ce sont des choix, en tout cas, qui sont significatifs. Et j'imagine que vous n'avez pas pris ces choix-là par hasard. En tout cas, je vous en félicite. Ça veut dire que vous avez lu et bien lu, surtout. Voilà, je vois aussi certains ont des tendances philosophiques, parce que vous avez choisi des passages qui parlent de réflexion sur la vie, sur l'homme, etc. Et donc ça, c'est intéressant. Voilà, je vous en félicite. Je voudrais savoir, selon vous, parmi toutes les histoires qui se trouvent dans ce livre, laquelle vous avez préférée et qui était le plus agréable? Très bonne question. Votre nom, c'est Borély. Borély. Écoutez, Borély, tu as posé une vraie question qui est en même temps un peu une colle pour moi. C'est comme si on demandait à quelqu'un, vous avez 4 enfants, lequel préférez-vous? Bon, je pense quand même que j'ai une affection peut-être particulière pour la première histoire, L'homme au seau de riz, qui porte en fait, qui est le titre éponyme du recueil. Bon, L'homme au seau de riz, je vous apprends rien. C'est un événement que vous avez vécu vous-même. Donc c'est un événement assez récent. Et ce qui m'a inspiré, donc, c'est l'histoire de ce monsieur qui, lors du démarrage du TR, a pris le TR avec son seau de riz, et puis dans la bousculade, il l'a renversé. Bon, vous avez suivi ça un peu partout dans les médias, les réseaux sociaux. Il a subi toutes sortes de lynchages. Voilà, donc ça m'a inspiré cette histoire-là. Bon, évidemment, donc, si vous avez lu, vous vous rendez compte que j'ai retravaillé à ma manière. Voilà, parce qu'en fait, quand on s'inspire d'un fait divers, on ne retranscrit pas le fait divers comme tel. On y ajoute notre sel, notre poivre, voilà, les herbes aromatiques, voilà, et puis on retravaille tout ça jusqu'à en faire une œuvre de fiction. Voilà. Et je pense que c'est cette nouvelle quand même que je préfère un peu, parce que c'est cette nouvelle-là qui a créé, qui a entraîné l'écriture des autres. Voilà. Pourquoi avoir choisi la politique sénégalaise pour dénoncer ces violences? Merci Néawa. Bon, en fait, moi, quand j'écris, je ne parle pas vraiment de politique. Bon, souvent, j'évite d'aborder les questions politiques. Parce que d'abord, on parle trop de politique. Je ne veux pas ajouter du désordre au désordre, n'est-ce pas? J'interroge plutôt des faits sociaux. Dans les faits sociaux, il y a aussi la politique. Voilà, parce que la politique, ça veut dire tout simplement l'art de gouverner la cité, etc. Bon, c'est vrai que quand on lit la première nouvelle, on peut avoir l'impression qu'il y a peut-être un positionnement. Bon, en réalité, non. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'interroger le destin des individus. Voilà, les notions de force et de faiblesse. Parce que souvent dans nos vies quotidiennes, on a toujours tendance à vouloir afficher nos forces.
avoir montré qu'on est les plus forts, les plus beaux, etc. Alors qu'en réalité, l'être humain est plus fait de faiblesse que de force. Voilà, un rien nous terrasse. Voilà, on a beau faire l'effort, il suffit qu'on ait un mal de tête. Voilà. Le mal de tête va tout dominer et on ne pensera plus à autre chose qu'à soigner notre mal de tête. Voilà. Donc c'est ça. C'est-à-dire, en fait, on ne fait plus de faiblesse que de force. Mais on aime bien dans la vie quotidienne afficher nos forces. C'est pourquoi dans toutes les nouvelles que j'écris, très souvent j'essaie de montrer un peu cette fracture, cette fêlure qu'il y a chez les êtres humains. Voilà. Des gens. D'ailleurs, mon premier recueil s'appelle les super-héros. Voilà. Mais les super-héros n'en est pas en fait un. Puisque bon, c'est un super-héros, mais qui fuit dès la première difficulté. Voilà. Parce que souvent, c'est comme ça. On ne peut pas préjuger, en fait, on ne peut pas préjuger de nos comportements devant telle ou telle situation, tant qu'on ne les a pas vécus. Bon, je prends juste un exemple. Vous sortez dans la rue, vous tombez sur une jeune femme qu'on agresse. N'est-ce pas? Par exemple, vous tombez sur une jeune femme qu'on agresse. Bon, si vous êtes un garçon, la première réaction, c'est de vouloir attaquer l'agresseur et de protéger la jeune femme. Mais est-ce que vous allez attaquer l'agresseur? Vous n'êtes pas sûr, hein? Tant que vous n'avez pas vécu cette situation, vous n'êtes pas sûr de votre réaction. Voilà. Et donc, on ne peut pas préjuger de nos réactions. Peut-être que vous allez commencer à réfléchir en disant, ah oui, si je l'agresse, il va me donner un coup de machette, ma vie va s'arrêter là, mes parents, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous avez fait toutes sortes de calculs et finalement, vous n'allez rien faire. Voilà. Donc ce qu'on appelle l'héroïsme, il faut vraiment l'interroger, quoi. Parce qu'on est fait plus de faiblesse souvent que de force. Voilà. Même si on aime afficher notre force. Voilà. Que cherchiez-vous à dénoncer à travers ce recueil de nouvelles? Je veux dire par là, pourquoi l'avez-vous écrit? Écoutez, Mohamed, je ne sais pas s'il ne faut pas être juste de dénoncer. En réalité, je n'écris pas pour dénoncer. J'essaie d'exposer des situations, de faire partager des choses peut-être que les gens voient tous les jours, mais qui ne voient pas sous un certain angle. Voilà. Donc j'essaie de mettre en évidence des faits sociaux. Bon, vous voyez par exemple dans la nouvelle, l'homme aux sauderies. Les gens qui sont un peu pauvres, un peu paumés, souvent on ne les respecte pas dans le quotidien. Voilà, bon, on pense que bon, si vous passez dans la rue, vous avez des sandales, vous avez les pieds poussiéreux, n'est-ce pas? Souvent on ne vous donne pas du respect, quoi. Vous êtes un être humain comme un autre. Voilà, donc c'est ça que j'essaie de montrer. Bon, la deuxième nouvelle, par exemple, qui s'appelle Élisez-moi. Bon, là, je montre une jeune femme capricieuse, comme on peut en trouver, hein. Bon, qui est une fille unique, donc qui a beau avoir un certain âge, elle est capricieuse, elle se comporte comme une fillette, qui a la mentalité d'une fillette. Et bon, finalement, tout ça lui retombe dessus. Voilà. Comme on dit en Wolof, quoi. Voilà. Tout ça lui retombe dessus. Bon, dans l'autre nouvelle, j'exploite un peu certains faits sociaux. Par exemple, les agresseurs qu'on tue. Ouais. Quand on attrape un agresseur, la première des réactions, c'est de lui taper dessus jusqu'à ce qu'il meure. Mais est-ce que nous, on a le mandat pour tuer? C'est ça aussi, on ne se pose pas la question. D'autant plus que parfois, on peut frapper quelqu'un qui n'est pas le bon. Voilà. Parce que c'est ça l'histoire, en fait. Voilà. Bon, les gens vont crier au voleur. Bon, tout le monde court. Vous voyez, les mouvements de foule, c'est des mouvements inconscients. Tout le monde court et puis après on tombe sur quelqu'un peut-être qui a l'air d'un voleur. On dit, bon, parce que peut-être qu'il est un peu vieux comme moi. Voilà. On lui tombe dessus, on le frappe parce qu'il semble être le voleur. Et pourtant, ce n'est pas le bon. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est une forme d'injustice. Voilà. Donc, il faut laisser vraiment... la justice populaire, ce n'est jamais bon. La justice populaire, ce n'est jamais bon. Donc, vraiment, c'est ces choses-là que j'essaie d'exposer. Bon, la dernière nouvelle qu'il a lue tout à l'heure, bon, ça, c'est une nouvelle un peu fantaisiste sur les réseaux sociaux. Ouais, les groupes WhatsApp. Ouais, vous tous, vous êtes membre de groupe WhatsApp. Vous vous rendez compte quand vous êtes dans ce groupe WhatsApp, il y a toujours quelqu'un qui passe son temps à balancer des informations, à occuper tout le territoire du groupe WhatsApp pour que personne n'arrive même pas à échanger. Voilà. C'est un peu une manière pour moi un peu de me venger, entre guillemets, de ces personnes-là qui empêchent les vraies communications. Parce que quand on crée un groupe WhatsApp, c'est pour un but déterminé. Voilà. Mais souvent, il y a des gens qui prennent toutes sortes d'informations qui n'intéressent personne. Ils balancent ça en pensant que ça intéresse les gens. Voilà. C'est un peu par fantaisie que j'ai écrit cette nouvelle-là, pour essayer un peu de me venger, entre guillemets, de ces personnes-là qui empêchent la communication, la vraie communication dans le groupe WhatsApp.
Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir quel est le propos principal de ce recueil de nouvelles et en quoi pouvons le rattacher à des faits observables aujourd'hui. Bon, je pense que si vous lisez, il y a plusieurs... Bon, on ne peut pas être des thématiques. Il y a plusieurs thématiques. J'ai parlé tout à l'heure de la faiblesse humaine, ça, de l'incertitude qu'on a de notre identité. Voilà. En fait, on ne sait pas qui on est. Hein. L'identité, c'est quelque chose qui n'est pas figé. Certes, vous avez ce qu'on appelle une carte d'identité. Mais cette carte d'identité ne donne que des informations minimales, qui sont des informations objectives. Vous êtes né à tel endroit, vous avez quel âge, tel âge, n'est-ce pas, vous avez, votre père s'appelle tel, votre mère s'appelle tel. Mais votre vraie identité, elle n'est pas figée, elle est dynamique. C'est-à-dire, elle se construit dans le temps avec vos expériences. N'est-ce pas? Parce que dans 10 ans, vous ne serez plus la même personne. Parce que vous aurez vécu un certain nombre d'expériences, aussi bien heureuses que malheureuses, et tout ça va forger votre personnalité. Et donc, va vous donner une nouvelle identité. Et dans 10 ans après, vous aurez vécu d'autres choses qui vont vous donner une autre identité. Donc, l'identité, c'est quelque chose qui est dynamique. On ne peut pas dire, telle personne, il est comme ça, point, un point d'entrée, c'est fini. Non. Tant qu'on est vivant, on est susceptible d'évoluer, de changer, de nous enrichir. Voilà, parce qu'on vit des expériences. Voilà. Donc c'est ça. Donc, j'essaie de montrer ça dans les nouvelles. Bon, j'essaie aussi de montrer la violence sociale, qu'elle soit physique ou psychologique, surtout la violence psychologique. Parce que la violence physique, même, finalement, elle est moins dure, entre guillemets, que la violence psychologique. Voilà. Parce que dans la première nouvelle, cette personne-là, bon, qui est attaquée par tout le monde, mais c'est une forme de violence psychologique. Parce qu'il est seul, n'est-ce pas? Il n'y a personne presque pour le défendre, tout le monde se rue par tout le monde, mais c'est une forme de violence psychologique. Parce qu'il est seul, n'est-ce pas? Il n'y a personne presque pour le défendre, tout le monde se rue dessus, c'est comme si des animaux, enfin, c'est comme si des loups, un ensemble de loups, se ruaient sur une pauvre brebis, n'est-ce pas? Ou bien une biche, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est une forme de violence psychologique. Parce que bon, les gens pensent qu'ils sont porteurs de certaines valeurs, que lui ne partage pas, et donc ils pensent être en droit, n'est-ce pas, de l'agresser, voilà, parce qu'il ne serait pas porteur de... Mais encore ça, c'est une erreur, voilà, parce qu'ils ne connaissent pas la personne. Voilà. La personne est jugée que par son apparence. Ce qu'on fait souvent au Sénégal. Au Sénégal, l'habit fait le moine, souvent. N'est-ce pas? L'habit fait le moine. J'ai un ami d'ailleurs qui m'a raconté une fois, bon, ça c'est une anecdote que je vous raconte. Il dit qu'il était avec son patron, ils étaient allés rencontrer un Sénégalais. Bon, son patron qui est français était habillé, bon, simplement, quoi, une chemise, machin, bon, et puis des sandales. Bon, lui, qui est Sénégalais, il était en costume cravate. Voilà. Donc, dès que le Sénégalais est sorti, il est allé saluer lui parce qu'il pensait que lui le patron. Parce qu'il voilà. Donc, ça veut dire que souvent, l'habit chez nous fait le moine. Et il faut éviter d'avoir des jugements trop hâtifs sur les gens. Voilà. Se donner la peine de les connaître, se donner la peine de connaître les trajectoires et de ne pas juger a priori. Parce que souvent, on juge a priori. Voilà. Dans votre livre de nouvelles, j'ai pu remarquer que vous dénonciez à plusieurs fois la monopensée du grand nombre. Le fait que les gens ne réfléchissent pas à elle, mais ne pensent qu'en fonction de ce que font les autres. Pouvez-vous en dire plus, s'il vous plaît? Non, tout à fait. Non, vous avez raison. Ça dit, on vit dans les espaces, il y a beaucoup de clichés, de stéréotypes. Voilà. Nous tous, on fonctionne sur des clichés. Voilà. On a des clichés sur presque un peu de tout. Voilà. On dira, je ne sais pas, bon, tel peuple, ils sont comme ça, telle ethnie, ils sont comme ça, tel machin. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il faut éviter justement, il faut toujours, les clichés, il faut toujours les interroger. Ça les mettre en doute. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. La vérité absolue n'appartient qu'à Dieu. Voilà. L'homme ne vit qu'avec des vérités relatives. Voilà. Donc il faut éviter d'avoir des positions figées. C'est pourquoi, comme vous l'avez remarqué, dans les nouvelles aussi, j'essaie d'interroger cette pensée du grand nombre. C'est pas parce que tout le monde pense quelque chose que c'est la vérité. Attention. Voilà. On peut penser quelque chose, et penser par le plus grand nombre, mais qui peut être faux. Voilà. Quelque chose peut être pensé par le plus grand nombre, mais qui peut être faux. Voilà. Donc il faut toujours relativiser.
Voilà. Il faut, en tout cas, moi, si j'ai un conseil à vous donner en tant qu'élève et en tant que jeune, il faut toujours savoir relativiser. Voilà. Ne pas avoir des positions absolues, des positions tranchées. Parce que dans la vie, finalement, rien n'est totalement blanc ni totalement noir. Voilà. Et c'est avec l'expérience que vous rendrez compte de ça. Dans ce recueil, j'ai noté un certain mot qui est la violence. Et je me demandais pourquoi ce dévouement à dépeindre la violence. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la violence est un fait social. Hein. Voilà. Dans nos sociétés dans lesquelles on vit, c'est une société de violence. Quand je parle de violence, je ne parle pas seulement de violence physique, mais de violence, par exemple, ce que les gens font dans les réseaux sociaux, insulter. Mais l'insulte, c'est une forme de violence. Même la critique, quand elle n'est pas objective, c'est une forme de violence. Les jugements péremptoires, c'est-à-dire que juger sans prendre du recul les gens, c'est une forme de violence. Dans les maisons, on a de la violence. Voilà, c'est pas parce que les gens vivent en famille que tout le monde s'aime. Je ne vous apprends rien. Parfois, dans les familles même, il y a plus de violence psychologique dans les familles que dehors. Même dans les classes. Tout le monde ne s'aime pas dans les classes. Voilà. Dès qu'il y a un regroupement de personnes, il y a toujours des formes de violence voilà. Mais il faut substituer l'amour à la violence. Voilà. Il faut vraiment essayer de construire l'amour, la compréhension mutuelle, essayer de substituer. Mais la violence est toujours là. Voilà. Et malheureusement, on est dans une société où la violence, finalement, c'est ce qui apparaît en tout cas. Je ne dis pas que c'est ce qui occupe l'espace le plus important, mais c'est ce qui est le plus parce que la violence, il y a du bruit quoi qui accompagne la violence. Donc c'est ça qui comment dire, c'est ça qui apparaît de manière la plus évidente. Voilà. Je voudrais savoir, dans ce recueil, il y a plusieurs thèmes que vous avez abordés. Au fil de la lecture, on pourrait s'en rendre compte. Mais parmi tous les sous-thèmes qui composent ce recueil, c'est lequel qui vous tient le plus à cœur? Bon, c'est difficile à dire. Hein. Je pense que je pense que dans toutes les nouvelles, il y a le rapport un peu de l'individu au groupe. Il y a le rapport de l'individu au groupe. C'est-à-dire comment le groupe juge l'individu et comment aussi l'individu se positionne, se pense, se voit par rapport au groupe, en fonction des circonstances dans lesquelles il vit. Dans la première nouvelle, évidemment, l'homme au seau de riz, c'est l'individu qui subit un peu la pression du groupe. Dans la nouvelle qui suit, la jeune femme un peu capricieuse, elle-même essaie d'imposer sa personnalité capricieuse au groupe. Mais finalement, on se rend compte que ça échoue. Parce qu'elle a lamentablement échoué aux élections. Dans les autres nouvelles, il y a un peu de ça. Par exemple, la nouvelle de la poussière aux semelles, où ce personnage-là, il traverse un peu la ville. C'est comme au cinéma, on parle de travelling. C'est comme une caméra voilà, qui parcourt comme ça la ville, et puis on voit tout. Voilà. C'est comme une caméra embarquée dans une voiture, et on voit à grande vitesse tout ce qui se passe. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, bon, lui, il sort d'un baptême, voilà, d'un baptême classique d'une famille musulmane au Sénégal. Bon, il y a l'imam qui vient, machin, bon, etc. Bon, les femmes outrageusement maquillées, etc. Et là, il tombe sur une scène de lynchage d'un présumé voleur. Il quitte là-bas et traverse des chantiers. Bon, comme vous pouvez en voir à Dakar, quoi. On a creusé partout, les arbres ont été coupés, on agresse l'environnement. Voilà. Après, il tombe sur des mendiants, des petits mendiants. Après, il tombe sur une femme qui a perdu son mari, qui lui demande de l'assister, etc. Oui, c'est tous ces phénomènes-là qu'on peut voir dans la vie courante. Voilà. Et puis, il arrive chez lui. Bon, sa femme qui pense que tout son retard est dû au fait qu'il a une maîtresse cachée, voilà, qui l'attend comme ça, comme font les femmes, en disant, bon, on va régler nos comptes, alors qu'elle s'est trompée. Voilà. Donc, ça montre aussi, les perceptions, parce que la femme, elle pense que son mari est rentré tard parce qu'elle a une maîtresse. Voilà. Ce qui est faux. Voilà.
Donc ça veut dire aussi les perceptions qu'on a parfois des uns des autres, des perceptions qui ne sont pas fondées sur des vérités, quoi. Donc il y a tous ces thèmes-là. Bon, les réseaux sociaux aussi, parce que c'est incontournable. Quel comportement on a dans les réseaux sociaux, ça aussi, c'est un thème qui... Et puis bon, il y a deux nouvelles. Il y a aussi le viol des enfants. Voilà, bon, ce père de famille dont la fille a été violée et tuée. Et donc, qui n'a qu'un seul objectif dans la vie, c'est de se venger. Voilà, de se venger de celui qui a fait ça, et donc qui l'a traqué pendant des années. Bon, c'est un peu policier, mais c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Bon, plus l'autre nouvelle, un peu policière aussi, qui porte sur les gangs, en tout cas des cartels de drogue, voilà, qui règnent sur une ville, et donc des histoires de vengeance aussi, quoi, des règlements de compte et de vengeance. Quelle image de l'humain voulez-vous faire passer à travers ces recueils? Bon, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'homme est quelque chose de complexe. Voilà, ça dit, il faut pas simplifier l'être humain. Parce que l'être humain, il est complexe. Il est complexe. J'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se définir comme ça d'un coup. Voilà, on se définit en marchant. Voilà, en vivant notre vie, en acquérant des expériences heureuses comme malheureuses. Donc je crois que quand on juge l'être humain, il faut toujours être prudent, parce que l'être humain est complexe. Voilà. Vous-même, vous habitez chez vous, vous avez des frères, des sœurs, vous avez des parents, mais est-ce que vous les connaissez à 100%? Non. On ne connaît jamais les gens à 100%. Et parfois des gens, on pense les connaître, et puis ils peuvent avoir des comportements qui nous surprennent, alors qu'on pense les connaître parfaitement. Ça veut dire que l'être humain est complexe, et on ne peut jamais savoir a priori quelle est notre identité, quelle est notre façon de faire. Voilà. Dans votre recueil, plus précisément dans la première nouvelle du recueil intitulée La maçonnerie, vous avez mentionné brièvement la mort. Dans cette mention, vous parliez de la mort comme une absurdité, une banalité à laquelle on ne devrait pas éprouver de l'effroi. Mais pourquoi donc? Pouvez-vous nous en dire plus sur la mort, selon vous? Bon, la mort fait partie de la vie, n'est-ce pas? Je veux dire, ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir peur. La mort est un prolongement de la vie. Mais sans la mort, il n'y aurait pas la vie, n'est-ce pas? Si on parle de vie, c'est parce qu'il y a la mort. Même dans les régions, on dit que Dieu a d'abord créé la mort, avant de créer la vie, n'est-ce pas? Donc la mort, il faut considérer la mort comme une continuité. Et comme une réalisation de la vie. Comme une réalisation de la vie. Parce que si on était immortel, est-ce que ça aurait un sens? Non. Les choses n'ont un sens que c'est parce qu'on sait qu'on est mortel. C'est pourquoi d'ailleurs on s'active pour faire de bonnes actions, pour avoir peur de l'enfer, etc. Mais si on était immortel, à la limite même, on s'ennuierait. N'est-ce pas? D'abord, la possibilité de reproduction du vivant serait tout à fait impossible. Mais on s'ennuierait. Si on devait vivre 500 ans, on finirait par s'ennuyer. On finirait par désirer même mourir. Donc la mort est une continuité de la vie. Donc c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. Quel message visez-vous à faire passer dans ce recueil de nouvelles à notre génération et aux générations futures? Ça, vous me posez une colle. Je ne sais pas si j'ai des messages à faire passer. Bon, écoutez, je pense que s'il y a peut-être un message, c'est d'être toujours prudent par rapport au jugement. Voilà. D'être prudent par rapport au jugement. D'être courageux par rapport aux actions. Voilà. Prudent par rapport au jugement, parce qu'on a tendance toujours à avoir des jugements à l'emporte-pièce, souvent. Voilà, parce que le jugement doit être quelque chose de réfléchi, d'intelligent. Voilà. Basé sur la relativité des choses, mais aussi sur le savoir. C'est pourquoi on vous conseille toujours de rechercher le savoir, de lire, d'acquérir des connaissances. Parce que c'est cette base de connaissances, cette base d'expérience qui forme votre personnalité et qui fait que vous êtes prudent. C'est quand vous acquérez du savoir que vous savez justement que vous ne savez pas grand-chose. N'est-ce pas? Parce que le savoir, c'est un océan. Vous puisez juste une tasse dans cet océan.
Donc ça doit insister à l'humilité et à la modestie, n'est-ce pas? Et donc ça forme l'esprit pour ne pas avoir des jugements péremptoires. Ceux qui n'ont pas beaucoup de savoir, ça veut dire qu'ils ne relativisent pas les choses. Voilà. Eux, ils ont tendance à vous asséner des vérités qu'ils pensent être des vérités absolues. Alors quand on a un peu de savoir, quand on a un peu d'expérience, on prend du recul, n'est-ce pas? Par rapport au jugement, sur la vie en général, on prend du recul. Et donc on est prudent et on analyse avant de juger. Voilà, on analyse avant de juger. Voilà. Donc si vraiment il y a une leçon peut-être à tirer, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir la prudence dans les jugements des autres. Voilà, avoir du recul, avoir de la distance, mais aussi s'inscrire dans un processus d'acquisition de connaissances. Parce que la vie, c'est des connaissances. Hein. Même l'expérience que vous acquérez, c'est des connaissances. Voilà. Vous n'êtes pas le même actuellement que quand vous avez 6 ans. Vous êtes d'accord? Entre-temps, vous avez vécu des choses, vous avez acquis des connaissances, vous avez rencontré des gens qui vous ont enrichi, n'est-ce pas? Dans 10 ans, vous ne serez plus la même personne aussi. Dans 20 ans non plus. Voilà, c'est ça le cours de la vie. Voilà. Mais tout ça, c'est ça qui fait un ensemble d'expériences et qui constitue la personnalité. Alors, c'est toujours moi. Je voulais vous dire, dans votre idée de la mort, j'aimerais aussi parler d'un auteur que j'affectionne beaucoup, Camus, dans sa vision de l'absurdité de la vie. Dans le sens où, selon lui, la vie en elle-même n'aurait pas de sens. Selon lui, pourquoi vivre si l'on doit mourir? Et il a retranscrit dans une œuvre que j'aime beaucoup. Dans cette œuvre, le personnage commence par cette phrase: aujourd'hui, maman est morte. Ou hier, je ne sais pas. Et quelques temps en suivant l'histoire, nous découvrons qu'il a tué une personne et en ce moment au tribunal. Dans cette histoire, il parle énormément de le rapport de l'homme à la mort. Le personnage principal qui, lui, n'est pas, définition, l'homme n'est pas l'homme qui a perdu espoir en la vie, mais l'homme qui a en totale absence d'espoir. L'homme qui a compris que la vie n'avait pas de sens et qui en a tiré profit. Car quand il dit aujourd'hui maman est morte, c'est parce que pour utiliser la métaphore de quand on est dans le ventre de notre mère, c'est comme Adam et Ève. Nous étions insouciants, nous étions dans un paradis, puis à la naissance, la vie est venue. C'est comme Adam et Ève mangeant le fruit. La raison est apparue avec la raison, les questions, les problèmes et le tourment qui a mené à cette souffrance de se rendre compte de la vacuité de l'existence. Qu'en pensez-vous? En tout cas, au moins, on voit que vous lisez beaucoup ça, c'est une très bonne chose. Évidemment, ce que vous citez, c'est tiré de l'extrait de L'étranger, donc d'Albert Camus. Bon, il faut considérer que la conception de Camus, il faut reparler ça dans son contexte. Le sentiment de l'absurde dont vous parlez, vous avez tout à fait raison. C'est parce que Camus a publié après une période où il y a eu 2 guerres mondiales, n'est-ce pas? Je crois que la première guerre mondiale, je ne sais plus combien de morts, je crois que 20 millions de morts. La deuxième guerre mondiale, 50 millions de morts. Donc quand on a vu ce que la science, parce que s'il y a autant de morts, c'est parce que à cause des progrès de la science. Parce que les progrès de la science bénéficient à l'armement. Voilà, des armes sophistiquées, mais qui servent à quoi? À tuer le maximum de personnes. Donc, l'écrivain, il se dit, mais finalement, à quoi ça sert? L'écrivain ne croit plus à la science. La science qui devait sauver l'être humain est là pour détruire l'être humain. D'où le sentiment de l'absurde par rapport à l'existence. À quoi ça sert de vivre si, bon, ce qui devait servir au progrès humain sert à détruire l'humain? Voilà, c'est de là que part le sentiment de l'absurde développé par Camus par rapport à la vie et un peu sa conception de la mort aussi. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que moi j'ai les mêmes conceptions? Peut-être pas. La vie n'est pas si absurde et si inutile que ça. Voilà. C'est à nous de rendre la vie utile. Voilà. Si on s'assoit, bon, on développe des idées noires, la vie va nous sembler inutile et absurde. Mais si on est engagé quotidiennement dans l'action et dans la générosité, parce que la vie aussi c'est la générosité, partager avec les autres, aimer les autres,
n'est-ce pas? Si on vit dans la générosité, la vie aura un sens. Voilà. Mais évidemment, le mal, on ne peut pas l'extraire de la vie. Le mal fait partie de la vie. Voilà. Ce que dénonce Camus, en fait, c'est le mal. Voilà. Parce que tous ces millions de morts, 50 millions de morts, ou 110, je me rappelle même plus, 110 millions de morts dans la Deuxième Guerre mondiale. Vous imaginez 110 millions de morts? On ne peut même pas imaginer ça. Voilà. Et tout ça, facilité par la science. N'est-ce pas? Parce que c'est la science qui crée des armes sophistiquées, qui permettent de détruire l'humain au lieu de faciliter son progrès. Donc c'est tout ça qui a créé ce sentiment qu'on appelle le sentiment de l'absurde chez les existentialistes, en tout cas comme Jean-Paul Sartre. On sait que la jeunesse est l'avenir de demain. Pensez-vous que ce recueil pourra impacter cette jeunesse? Bon, écoutez, ce serait peut-être un peu prétentieux pour moi de prétendre impacter toute la jeunesse. Mais si déjà ceux qui lisent, comme vous, ceux qui ont lu le recueil, peuvent en tirer un tout petit peu quelque chose qui peut les enrichir, mais moi je serais heureux. Voilà, je serais heureux. Vous enrichir, je vous dis, enrichir votre personnalité, enrichir votre vision du monde, la manière de voir les choses, en tout cas une manière positive de voir les choses, moi je serais heureux. Voilà. Maintenant, si d'autres lisent, bon, espérons que demain peut-être j'aurai 100 000 lecteurs, qui soient des jeunes, mais je serai encore plus heureux. Voilà, parce que quand on écrit, c'est pour être lu. Voilà, si on écrit, personne ne vous lit, là, évidemment, ce serait un peu regrettable. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie déjà d'avoir fait l'effort de lire, voilà, parce que c'est pas donné. Et je vous invite vraiment, en tant que neveu, en tant que nièce, à vraiment faire de la lecture, parce que ce qu'on apprend dans la lecture, c'est incommensurable. Moi, je plains les gens qui ne lisent pas. Ben, on en apprend énormément d'abord sur la psychologie humaine, sur l'être humain de manière générale, sur les cultures, voilà, que ce soit vos cultures propres, les cultures d'autres aires géographiques. On en apprend sur le monde, on apprend énormément de choses en lisant. Voilà. Donc si vous voulez être les meilleurs, quel que soit le domaine par ailleurs dans lequel vous êtes, même si vous êtes des scientifiques, demain vous serez médecin, etc. Si vous lisez, vous ferez un meilleur médecin. Si vous êtes économiste, si vous êtes un grand lecteur, vous serez un meilleur économiste. Les gens oublient que Souleymane Bachelet Diagne, le professeur Souleymane Bachelet Diagne qui est là, qui est connu comme un grand philosophe, mais à la base c'est un scientifique. Les gens l'oublient. Il a fait un bac scientifique, il a fait une thèse sur les mathématiques, mais il est connu comme un philosophe, un penseur. Ça veut dire qu'il faut éviter le cloisonnement artificiel qu'on crée en discipline. En disant, oui, bon, vous êtes CRS, il ne faut pas regarder les CRL. Non, tout se tient. C'est-à-dire que les savoirs humains finissent toujours par se rejoindre. Donc il faut éviter le cloisonnement et s'engager dans la recherche de savoir et de connaissances. Merci à tous. C'était Livre ouvert avec M. Maguey Touré, auteur du livre L'homme aux sauderies.